de l'horaire d'aujourd'hui. Donc, petite annonce avant de continuer. C'est la troisième fois que je la fais aujourd'hui, je la refais encore. N'oubliez pas que la journée se poursuit, ou plutôt la soirée, au 5 à 7 au Refuge des Brasseurs, juste après le colloque. Ça va? Merci. Bref, plus un 5,5, on s'entend parce qu'on va terminer la dernière présentation à 5 heures avec Madame de Chanteloup. Donc, merci. On est plus de public déjà pour la seconde partie. Plus de professeurs, plus de pression. Donc, sans plus attendre, on va poursuivre avec Olivier Vallée-Lapointe et Marc-Antoine Breton-Argouin. La littérature comme lunette historique, vision oui, c'est bien ça. Vision croisée de l'islam médiéval et du Québec d'après-guerre. J'avais peur de relire le sujet juste avant. On vous laisse avec ça. Un, deux. Un, non? Oui? On m'entend bien? Il allume. Oui. Encore? Oh, là, on m'entend bien. C'est bon. Donc, vision croisée de l'islam médiéval et du Québec d'après-guerre. On va se le dire tout de suite. Il n'y a pas grand-chose qui relie l'islam médiéval puis le Québec d'après-guerre. On a décidé de faire cette présentation-là ensemble, pas à cause de nos sujets, mais à cause de nos sources. Donc, petite planification rapide. Intro, l'islam, Québec d'après-guerre, conclusion, ça va aller vite. Donc, c'est quoi les sources qu'on s'est servi? Ben, comme le titre de la présentation le dit, la littérature comme lunette historique. On s'est servi d'œuvres de fiction pour analyser des contextes sociaux. Généralement, en histoire, on ne sert pas beaucoup de fiction. On va laisser les romans aux gens en littérature. On va un peu les films, mais ça non plus, le cinéma, pas tout le temps utilisé, plus les documentaires que les œuvres fictives, mais on sait qu'on peut aller chercher des choses intéressantes là-dedans. Et ça a donné que dans des travaux, on s'est servi d'œuvres littéraires pour expliquer ou essayer de comprendre des phénomènes sociaux en islam médiéval ou dans le Québec de l'après-guerre. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Donc, premièrement, bonjour, je ne me suis pas présenté tout à l'heure, Marc-Antoine. Maintenant, en ce qui concerne nos sources, je suis pas mal certain que tout le monde, au moins de nom, connaît les 1001 nuits. Je vais quand même le présenter vite fait parce que ça va avoir une importance tantôt quand on va étudier les thèmes. Mais très sommairement, c'est un recueil, premièrement. C'est pas qu'un livre ou qu'un conte. C'est plusieurs contes, mais différentes histoires, en fait, qui s'assemblent toutes autour du sultan Shahriar qui, un jour, en fait, condamne sa femme après qu'elle l'ait trompé. Ensuite de ça, pour pas que ça se reproduise, il décide à tous les jours d'épouser une nouvelle femme. Le lendemain, il la met à l'exécution. Comme ça, il s'assure qu'il ne peut pas la tromper. Un jour, Scheherazade se propose de le marier, puis essaie de déjouer ses plans, en fait. À tous les soirs, elle lui raconte une histoire, mais le garde toujours en haleine pour pas qu'il l'exécute, en fait, puis il veut connaître la suite. D'où le nom Les 1001 nuits. Après 1001 nuits, 1001 contes, donc, le sultan décide de l'épargner. Moi, de mon côté, j'ai travaillé avec les fascicules, qu'on a abordé dans un cours avec professeur Bérubé. Les fascicules, c'est des petits feuillets de 32 pages qui étaient publiés dans le Québec un peu après la Seconde Guerre mondiale. Je pense que ça a même commencé pendant, jusque dans les années 60 environ. Ça coûtait 10 sous. On l'achetait avant d'embarquer dans le train. On l'achetait en débarquant du train. Donc, c'était pas de la grande littérature. C'est loin d'être des classiques. C'est écrit pour que tout le monde soit capable de le lire. C'est une langue qui est utilisée qui est simple. Il n'y a pas de mots compliqués. C'est vraiment de l'action rapide. C'est 2 phrases de description, dialogue pendant une page, 2 phrases de description. Et
une quinzaine d'années, et ça comble un vide littéraire qu'il y avait au Québec. Avec la Seconde Guerre mondiale, au Québec, on ne publiait pas vraiment de livres ici. Donc, on importait beaucoup de la France. La France est occupée pendant la guerre, publie pas beaucoup de livres qui peuvent exporter jusqu'ici. Donc, on pouvait juste rapatrier des œuvres des États-Unis. Mais au Québec, on ne parle pas en anglais. Donc, il fallait traduire les œuvres. Ou, comme les fascicules, ça s'inspire d'un style littéraire américain qui publiait aussi des romans en épisodes comme ça. Donc, on a adapté le style par des auteurs québécois ont adapté le style et ça se produisait à chaque semaine. À chaque semaine, on allait acheter son prochain numéro et ainsi de suite pour connaître la suite des aventures. Donc, d'un point de vue méthodologique, comment on se sert de la littérature pour faire de l'histoire? Ben, pour commencer, il faut qu'on trouve notre dite littérature. Marc-Antoine, pas très compliqué. Les Mille et une nuits, ça se trouve encore bien aujourd'hui, des anciennes éditions aussi. Les fascicules, il faut qu'on soit chanceux qu'ils n'aient pas été jetés. Ça tombe bien, à l'université, on a une grosse collection de fascicules qui touche plusieurs séries. Donc, je vois que le PowerPoint a mal fait, mais c'est pas grave. Donc, après avoir trouvé nos fascicules, il faut choisir lesquels on prend. Moi, dans mon cas, j'ai travaillé la question de l'altérité. Donc, je me suis fié au titre et aux couvertures des fascicules. Si le titre disait, par exemple, Chinatown, ça parlait des Chinois, j'ai dit, je vais le prendre. Aussi, sur la couverture, on présentait quelqu'un qui était un individu noir, un individu asiatique, ou quelquefois, j'ai vu des individus arabes. Je me suis dit que ça va parler, encore une fois, de quelqu'un qui n'est pas blanc. Je vais le prendre. Et c'est comme ça que j'ai bâti mon corpus. Et une fois que... Il faut aussi qu'on le lise. On ne peut pas juste dire on va faire ça là-dessus sans les avoir lus. Donc, de nombreuses pages de plaisir. Et moi, dans mon cas, toi un peu moins, je les ai comparés entre eux. Comment c'était représenté dans un versus l'autre, et ainsi de suite. Là, on va passer au sujet principal. Juste avant, en fait, parce que c'est sûr que moi, j'ai pas vraiment de dépouillement à faire. J'ai qu'une seule source. C'est sûr que c'est un recueil avec beaucoup de contes à l'intérieur, mais c'est un recueil. Si tu l'as entre les mains, tu as toutes tes sources. Ce qui est le plus long ou le plus ardu, c'est lire les contes. Il y en a beaucoup. Il n'y en a pas 1001, en fait. Détrompez-vous, mais il y en a beaucoup. Puis, en fait, moi, lui, plutôt, il était plutôt dans la comparaison. Donc, d'un fascicule à l'autre. Moi, c'était vraiment, plutôt que de comparer les contes un aux autres, c'était vraiment de relever dans chacun des contes les marqueurs islamiques ou de contexte, en fait, que je pouvais en tirer pour ensuite faire mon analyse. Fait que voici les différences, en fait, de nos méthodologies. Donc, les Mille et une nuits. D'abord, pourquoi les Mille et une nuits? Parce qu'a priori, ben, c'est un recueil de contes. Là. Les contes, on peut penser déjà que c'est pour des enfants. Déjà, il y a eu énormément de rééditions à travers les siècles. Je pense qu'on a 8 versions différentes à travers les siècles, dans plusieurs langues et tout. Fait que pourquoi étudier ça? Qu'est-ce qu'on peut en tirer d'un point de vue historique? Moi, en d'autres mots, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut justement apprendre quelque chose quelconque à propos du contexte, dans ce cas-ci islamique, en se basant sur vraiment un corpus qui est a priori fictif? Pour ça, en fait, j'ai divisé mon analyse plutôt en 3 secteurs. Je me suis attardé d'abord à l'origine des différents textes parce qu'il faut comprendre, ou pour en tirer quoi que ce soit, il faut comprendre il vient d'où. Sinon, on ne peut pas vraiment y attribuer de contexte socio-historique. Ensuite, je me suis vraiment attardé au thème, au système, à la structure, vraiment tout ce qui englobe l'écriture elle-même des contes et du recueil. Puis, ensuite de ça, j'ai vraiment apposé les marqueurs islamiques qu'on connaît, en fait, que ce soit de noms des villes, des personnages, des événements auxquels qu'on peut vérifier historiquement, voir si on peut en trouver des traces, sinon des représentations. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs, ça va souvent se représenter de façon allégorique, c'est rarement décrit tel quel, mais il y a beaucoup de ces traces justement. Et là aussi, petite parenthèse, j'ai peut-être ou peut-être pas en fait pensé qu'on avait 30 minutes chaque. Donc, je vais faire plus court que prévu.
Mais si vous avez des questions à la fin, gênez-vous pas, j'ai énormément de matériel, mais peut-être que les coins vont être coupés ronds pour la présentation elle-même. Donc, comme je disais, il faut premièrement connaître l'origine des différents textes avant tout. Donc, moi, je me suis posé la question, ils viennent d'où, évidemment, parce qu'on dit que c'est les 1001 nuits arabes, les contes arabes. Par contre, si on se fie à l'historien Joseph von Amerpurgzal, les 1001 nuits est d'abord un substrat d'une œuvre indienne qui a été remaniée et traduite par les Perses avant finalement d'être inclus dans la littérature arabe. Ce qu'il entend par là, en fait, on peut se baser sur les travaux d'un autre historien, Mohamed ibn Shim an-Nadim, qui, lui, est arabe. Il s'est basé sur le Kitab al-Firist. C'est l'index de tous les livres qui étaient connus à une certaine époque. Puis, à travers l'étude de ça, il a réussi à déterminer les origines des textes plutôt, comme appartenant à la dynastie des Ashganides, qui est en fait une des premières dynasties perses, en fait. Puis, même qui soutient l'idée, en fait, que si on se base sur le livre de Ezar Rafsaneh, qui est aussi un livre perse qui se traduit littéralement par 1000 contes, on peut voir en fait d'où les racines viennent. Donc pourquoi dans ce cas-là on s'attarderait à comprendre le contexte arabe sur une œuvre qui est a priori perse? Parce qu'il y a énormément le pluriculturalisme compose l'œuvre en fait. On peut penser à énormément même de contextes indiens qu'on pourrait aller chercher de l'Inde ancienne. Par exemple, le Svayamvara, qui est littéralement la base même des 1001 nuits. C'est un livre qui va présenter exactement la même ruse par laquelle Scheherazade se joue du sultan, qui va lui présenter des contes nuit après nuit jusqu'à temps que son exécution soit repoussée. Fait qu'on peut voir que c'est une œuvre qui s'est promenée dans le temps, mais si nous, on la connaît aujourd'hui en tant qu'œuvre dite arabe, clairement elle a été remaniée d'une façon quelconque, puis que les éléments arabes s'y sont mêlés, puis qu'on va pouvoir en sortir quelconque observation, en fait. Fait que pour ce faire, l'autre question que je me suis posée après ça, c'est à qui s'adressent les contes? Parce que, comme je disais tantôt, on pourrait penser que ça s'adresse aux enfants, mais non, vraiment pas. En fait, les contes des 1001 nuits, à la base, s'adressaient au milieu cultivé, même spécialisé, puis vraiment à l'élite. Puis ils visaient en fait, à propager la culture arabe, puis il est arrivé, en fait, ça s'est même propagé jusqu'en Occident, puis en Orient par la suite. Fait que c'est vraiment un miroir de la société dans le sens où ces éléments arabo-islamiques ont permis la propagation du texte lui-même. Ensuite, si on va dans les thèmes eux-mêmes qui vont nous permettre de comprendre ou d'analyser un peu, là, j'ai pas remarqué le temps, mais je veux pas trop m'éterniser. Fait que je vais passer vite fait pour ensuite rentrer vraiment dans la partie analyse pour laisser du temps à mon collègue. On va remarquer énormément de présence de fantastique et surnaturel qui, a priori, pourrait être vraiment contradictoire à une analyse historique. Par contre, dans les 1001 nuits, en opposant le réalisme et le surnaturel, Scheherazade, en fait, va vraiment faire dialoguer la religion et la science. Comme on sait, c'est deux aspects fondamentaux de la société arabe médiévale. Puis, ça nous permet de faire sortir des marqueurs contextuels, en fait, puis la placer, par exemple, dans une période spécifique qui, en l'occurrence, c'est la période abbasside, qui est à l'apogée des sciences arabes puis de la relation avec le monde médiéval. Ensuite de ça, sexualité, érotisme et agentivité, je vais passer vite fait. C'est un thème, c'est fondamental à tout ce qui est 1001 nuits, à tout autre texte, en fait, de l'époque aussi. Mais tout ce que je veux en tirer, en fait, c'est surtout que malgré qu'on donne une agentivité, par exemple, à Scheherazade puis à la femme et tout, la structure conventionnelle, comme la primauté de l'homme, elle demeure vraiment au centre des textes. Fait qu'on va pouvoir justement voir qu'il y a certaines vertus de l'époque, en fait, qui vont être véhiculées à travers ces textes-là, comme une espèce d'aspect moralisateur, en fait. Aussi, on peut penser au réalisme bagdadien, qui est vraiment, selon moi, le plus intéressant quand j'ai analysé le texte. Le réalisme bagdadien, en fait, c'est un courant littéraire
qui prônait, comme le nom l'indique, le réalisme. Puis, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que, par exemple, dans les contes, tous les villes, tous les palais, les noms des sultans, tout ça est vraiment historiquement vérifiable. C'est tous des gens ou des endroits qui ont vraiment existé. Fait qu'en partant de ce constat-là, on peut se dire, si tous les personnages et les agents étaient réels, probablement que les événements qu'on y décrit sont réels. Ensuite de ça, l'allégorie. Comme je disais tantôt, c'est vraiment là-dessus que les contes, autour de ça que les contes vont s'articuler. On pourrait penser, par exemple, au thème du rap qui occupe une place vraiment importante dans le récit cadre. C'est comme la base même du récit, en fait. Puis ça représente peut-être un peu le contexte de guerre tribale, même voir la razzia. On pourrait penser aussi à la séquestration, elle présente évidemment, encore une fois, à travers toute l'histoire, que ce soit de Scheherazade, mais aussi des génies, de d'autres femmes, de plein de personnages différents, qui pourraient symboliser cette fois-ci, par exemple, la domination, les frustrations, les désirs réprimés de l'homme qu'on peut observer dans la littérature non fictive de l'époque. Puis, sinon, le dernier point sur lequel je me suis attardé vraiment pour l'analyse, c'est peut-être au niveau culturel. C'est, par exemple, on peut penser, c'est vraiment les marqueurs islamiques que l'on connaît. Fait qu'il y a vraiment une omniprésence du péché et des vertus à travers tous les contes. On peut penser à la convoitise, par exemple, dans le conte d'Aladin. On peut penser à la calomnie dans Le mari et le perroquet, l'orgueil dans l'histoire de la dox sympathie, la curiosité, la jalousie. Bref, il y a énormément de péchés qui en ressortent. Puis, évidemment, les péchés, ou si on veut en avoir une valeur, si on veut leur donner une valeur quelconque, il faut aussi qu'il y ait le penchant opposé, soit les vertus, sinon on en retire tout simplement rien. Fait qu'on peut aussi trouver tout ça. On a vraiment beaucoup d'exemples d'obéissance et de soumission, en l'occurrence à Allah, de générosité, de pardon, en accord avec beaucoup d'hadiths ou de sourates du Coran. Puis en fait, je ne veux pas ici mettre l'accent là, sur chaque péché ou chaque vertu qu'on peut y trouver, mais juste en fait montrer qu'à travers ceux-là, on peut vraiment faire une étude peut-être anthropologique de la société islamique parce que ça va nous dégager en fait des points de vue ou des idéaux qu'on pourrait avoir dans cette société. Je vais passer rapidement sur les autres, sur mon autre, sur les autres thèmes en fait, pour me rendre vraiment à la section de la véracité historique parce que je pense que c'est ce qui va être ce qui est le plus intéressant. Parce que là, jusqu'à présent, tout ça semble bien théorique. C'est oui, on pourrait a priori étudier telle affaire si on se base sur ça. Fait que j'aimerais ça donner un exemple plus concret en fait. L'exemple d'Al-Mutawakil puis sa concubine Marouba, qui est un des contes, je dirais, central des Mille et une nuits, puis qui est 100% vérifiable historiquement. Fait que si on part de ce constat-là, on pourrait dire qu'il y en a d'autres qui le sont. Le calife abbasside, Al-Mutawakil, comme je disais, c'est de 847 à 861 qui a régné. Il était connu pour son extravagance puis ses excès de frivolité, mais aussi pour sa grande cruauté puis son caractère vindicatif. Ce qui est le plus important à travers l'histoire, en fait, c'est vraiment le moment où le calife Al-Mutassim, qui était son prédécesseur, fit appel à des gardes du corps turc, qui était évidemment quelque chose je n'ai pas le mot en français, mais qui était dit découragé, par exemple, dans la société arabe à l'époque, du moins de ce califat-là. Puis, parce que leur rang était grandissant et représentait vraiment une menace pour les califes en place, notamment pour le gouvernement de Bagdad, qui est la raison pour laquelle, en fait, Al-Mutawakil ensuite a déménagé la capitale de Bagdad jusqu'à Samarra en 836. Beaucoup de noms et d'événements différents. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que à partir du moment où il a déménagé l'Empire, il a fait construire un palais gigantesque. On dit dans l'histoire que c'était le plus grand palais d'entre tous, le plus beau, qui aurait coûté... qui aurait coûté. Puis, il aurait dépensé, je pense, jusqu'à 294 millions de dirhams, juste dans la décoration du palais. Après, je ne sais pas, les dirhams à cette époque-là, 300 millions, ça représente quoi aujourd'hui, mais ça représente une grande somme. Bref, encore une fois, il gouvernait de façon autoritaire, il refusait l'emploi de vizir, il voulait s'occuper lui-même de tout.
jusqu'à un point tel que tout le monde voulait son assassinat finalement. On voulait s'en débarrasser. Dans le conte maintenant, tous ces éléments-là que je viens de mentionner, ils percolent exactement dans le conte. Le conte lui-même se déroule à Al-Mutawakilia, la ville en fait la ville éponyme dans laquelle il a fait son palais. Puis qui érigeait Samarra plus spécifiquement. Le calife est décrit exactement de la même manière, vindicatif, le goût pour la luxure et tout, avec un peu défavorable vis-à-vis sa population en fait. Aussi une complaisance envers lui-même. Le conte termine en fait sous l'assassinat justement de ce calife-là, dans son palais ostentatoire, encore une fois, aux mains de soldats turcs, encore une fois, tout est vérifiable. Puis, on sait que, historiquement, cette période, ça l'a mené à une période de grande instabilité et de succession violente, en fait, sous le nom de l'anarchie de Samarra. C'est quelque chose qui est vraiment documenté, puis qu'on connaît très bien, en fait. Une période de déclin qui, dans les textes, dans les Mille et une nuits, est caractérisée par un concubinage excessif, puis un laxisme de la morale, puis c'est vraiment... Tout est repris, en fait. Donc, je vais y revenir en conclusion, mais gardez en tête que il y a des trucs qui sont dans les contes qui sont vraiment vérifiables historiquement, puis que c'est ce qui est difficile en fait quand notre source est une source littéraire comme ça, c'est justement de se dire, est-ce que cette partie-là est vérifiable ou non? Si elle n'est pas vérifiable, est-ce que ce ne serait pas, par exemple, la dernière représentation d'un événement quelconque qu'on n'a juste pas, en fait, de recollection ou qu'on n'a juste pas de preuves, mais qui pourtant s'est déroulé. C'est vraiment difficile de le savoir, mais quand on les met face à certains repères, on peut vraiment, en fait, en tirer quelque chose. Donc moi, désolé. Pour les fascicules, je me suis intéressé au personnage du Domino Noir. Aujourd'hui, le Domino Noir, c'est Batman. C'est un riche qui combat le crime parce qu'il combat le crime. Il n'y a pas de raison. Ses parents ne sont pas morts de qu'est-ce qu'on sait, mais dans ces histoires, je me suis dit, c'est des histoires policières. Ils représentent des criminels. Ils vont représenter aussi des alliés. Donc, est-ce que je peux m'intéresser à différents groupes ethniques dans ces fascicules-là? Est-ce qu'ils vont toujours être représentés en tant que criminels ou des fois en tant qu'alliés? Donc, j'ai remarqué 4 grands groupes, ou je vais dire 3 groupes et une absence marquée. L'absence, c'est les personnes juives. On se rappelle, ça a été publié entre 1945 et 1960 en gros. Domino Noir, on est plus 1950-1960. Donc, quand j'avais commencé ma recherche, je m'étais dit, il va y en avoir quelques-uns parce qu'on touche au milieu du crime, on touche de l'argent. Je suis sûr que ce stéréotype-là va être plus représenté. Je me suis complètement trompé. J'ai vu aucun... J'en ai pas lu énormément. Il est sur, 500 qu'il y en a? Quelque chose comme ça. J'en ai pas lu tant que ça. Mais il y avait une absence marquée des Juifs. Et je me suis dit, c'est peut-être parce qu'on est après la Seconde Guerre mondiale qu'on a eu une conscience collective que le peuple juif a vécu des choses horribles. On peut les laisser tranquilles un peu. Mais j'en ai quand même noté 2. Le Domino Noir prend une fausse identité à un moment donné. Il s'appelle Sam Goldman. C'est un juif. Sam l'homme d'or. Fait que déjà là, on a le stéréotype rapport avec l'art. Et l'autre fois, c'est quand le Domino Noir demande à un personnage s'il voudrait le plus beau diamant du monde. Et le personnage lui répond « Je préférais sa valeur en argent ». Et là, le Domino Noir lui répond qu'il a l'âme d'un juif. C'est les 2 seules représentations que j'ai vues. Fait que 2 mauvaises représentations, mais juste 2. Fait que il y a le potentiel de voir plus loin si ça change. Les 3 groupes les plus représentés dans la recherche que j'ai faite, c'est la communauté chinoise, les personnes noires, qu'ils soient afro-canadiens ou immigrants, et les autochtones. Donc, on va commencer avec les autochtones. Je vais vous prévenir tout de suite. J'ai mis des extraits, des couvertures et, entre guillemets, les termes utilisés. Ça ne reflète pas mon opinion du tout de ces personnes. Donc, les Autochtones apparaissent peu, mais quand ils apparaissent hors des villes.
C'est dans les histoires qui se passent à la campagne. Perdrix rouge, ici, est le nom de la personne représentée là. Ça se passe en Abitibi, ça se passe dans les mines, ça se passe dans le bois. Mais Perdrix rouge est représenté de manière quand même positive. Si Perdrix rouge n'avait pas été là, le domino noir serait mort dans son aventure. Perdrix rouge le sauve par sa connaissance de la nature, sa connaissance des bois, ses techniques de survie aux rues d'hiver, parce que Domino Noir, en sortant de Montréal, il n'était pas prêt à aller affronter l'hiver de l'Abitibi. Mais en même temps, l'autre que j'ai lu, ce qui s'appelle Âge de guerre, puis aussi Perdrix rouge, ont beaucoup de gros stéréotypes. Ici, c'est un extrait de Perdrix rouge, où le fantôme, c'est le Domino Noir. Il a changé de nom souvent, là, c'était très compliqué à suivre. Veut que Perdrix rouge devienne son allié, donc il va lui offrir du tabac. Et Perdrix rouge va lui répondre « Nous deux, amis », parce qu'il n'est pas capable de faire des phrases complètes. Il est juste capable de parler par bout de phrases et par monosyllabes, comme décrit dans le fascicule. Mais ça reste une représentation quand même positive comparée à Âge de guerre, où le tueur est un autochtone qui se balade avec un arc puis qui scalpe ses victimes. C'est des trucs qui arrivent juste dans les fascicules. Mais tout le contexte de Âge de guerre, c'est un festival où ils célèbrent, pas ils célèbrent, mais un festival traditionnel autochtone qui se répète, donc les personnages s'habillent comme leurs ancêtres. Des gros guillemets ici. Surtout qu'ils ont des noms. Il y a un autochtone du Manitoba qui s'appelle Flying Dragon, parce que les dragons, c'est très autochtone. Je vais passer au prochain. Vous allez voir, c'est pas vraiment mieux. Le gros de mon travail a été fait sur les Chinois et Chinatown, parce que j'avais des comparaisons avec la presse. Dans les journaux, on décrivait que Chinatown est un repère de trafiquants. Il y avait beaucoup d'opium qui traîne là, beaucoup d'articles négatifs, des éditoriaux, et très peu de représentations positives. Donc, c'est de là que ma recherche est partie. Est-ce que je voulais voir si c'était la même chose dans les fascicules ou si on allait plus loin. Puis en plus, j'en ai profité pour regarder qu'est-ce que Chinatown était dans la littérature. Et dans la littérature plus classique, Chinatown, c'est un lieu qui est désorientant et désorientalisant. C'est la représentation de l'Orient en plein milieu de l'Occident. Ça nous fait perdre nos repères et ça permet aux personnages d'origine asiatique d'avoir une double vie. Ils ont une vie occidentale et quand ils retournent dans Chinatown, ils retrouvent leur identité orientale. Donc, souvent, ils vont l'éviter. Donc, je me suis dit, est-ce que ça va être ça aussi dans le domino noir? Non. Dans le domino noir, c'est comme dans la presse, c'est un repère de trafiquants. Qu'est-ce que j'ai aimé, par contre, aussi, c'est qu'il précisait que Chinatown, ce n'est pas un lieu où on habite, c'est un lieu où on vit. Donc, Chinatown, il n'y a pas de maison. C'est juste des commerces, c'est juste des restaurants et c'est juste des fumeries d'opium. Parce que l'opium est partout. À chaque fois qu'on parle d'un Asiatique, on parle d'opium. On va prendre l'exemple juste ici, qui n'est pas dans la peur jaune, qui est dans le fascicule qui s'appelle Chinatown, où le personnage de Lee Shun s'est fait tirer à bout portant et est en train de mourir. Et qu'est-ce qu'il veut demander au domino noir? Est-ce que veux-tu prendre ma pipe dans ma poche? Et le domino noir n'aimait pas cette habitude qu'ont les orientaux de toujours fumer de l'opium. Et c'est un phénomène courant dans les dominos noirs. Quand il y a un personnage asiatique, il va fumer de l'opium, il va offrir de l'opium au domino noir, sa vie va tourner autour. Donc, encore une fois, pas très positif. Je vais passer vite fait. Là. Si vous avez des questions plus précises, je vais être capable d'y répondre, mais on va essayer de toucher à tout le monde. Et voici le fascicule qui a lancé toute ma recherche, Une affaire de race. Et c'est là-dedans que j'ai commencé justement à toucher les personnes que je dis afrodescendantes ou immigrantes. Dans Une affaire de race, c'est des immigrants. C'est quelqu'un qui vient de la Martinique et deux personnes qui viennent de l'Afrique. Mais j'ai remarqué que les personnes noires, il y avait soit des représentations positives, négatives ou neutres. Quand c'était positif, on parlait toujours de leur beauté. Ils ont une belle peau, ils ont un beau corps, ils sont athlétiques, mais c'est jamais vraiment des héros comme Perdrix rouge a pu l'être ou certains alliés asiatiques du domino noir. Ils sont beaux, ils sont gentils, mais on n'interagit pas avec eux. Et
les représentations négatives, c'est que c'est des criminels. Dans le domino noir, dans une affaire de race, c'est des voleurs de rubis. Et l'extrait en bas ici provient du domino noir. Je vais vous le mettre en contexte juste avant. Il recherche un individu noir, donc il va dans le quartier, on va dire le ghetto, ou dans lequel ils sont. Et c'est là que j'ai remarqué une tendance, c'est que dans le domino noir, si la personne noire n'est pas belle, elle est automatiquement inférieure au blanc. Comme on peut le lire de Guise, le domino noir, n'avait qu'un moyen, toujours le même, les tripots. Dans les bars, gris, café, nanana, les garçons et serveuses sont blancs. Les blancs considèrent les noirs comme inférieurs. Il pourrait donc s'établir entre eux et le détective une complicité qui lui permettrait de remonter jusqu'à l'homme qu'il recherchait. Donc, au sein même de l'histoire, on se sert du rapport de force entre le groupe blanc et le groupe noir pour faire avancer l'histoire. Je vais juste vite fait. Ou, encore une fois, des fois on se sert des personnes noires dans une aventure. Le domino aide un boxeur afro-américain à s'établir à Montréal. Et vu qu'il est millionnaire, il va lui fournir de l'argent pour payer une salle d'entraînement et tout ça. Et le boxeur lui dit qu'il n'a rien à lui offrir. Mais le domino ne lui dit « Ah, je ne me consolerai que de ta sœur. » Et il entreprend une liaison avec la sœur du boxeur. Donc, on voit que c'est délicat, mais les personnes noires sont traitées comme des marchandises ou comme des criminels dans la majorité des cas. Puis quand ils sont bien traités, ben c'est juste physiquement, c'est pas au niveau du comportement. Avant de passer sur les mots, l'extrait juste en haut, ici, ça parle d'un individu qui est blanc, mais qui commet des crimes. Donc, ils vont le traiter de racé. Parce qu'il est criminel, il ne doit pas être blanc. Les mots utilisés maintenant, ça a été un aspect un peu plus délicat du travail, où je notais quel mot était utilisé quand. On utilisait souvent le terme noir, parce que j'étais surpris de voir si souvent que ça. On a utilisé l'autre terme que tout le monde connaît, que je ne prononcerai pas au micro ici, qui était utilisé beaucoup plus souvent. Et il y a même un cas dans justement une affaire de race où le domino noir est à la recherche de... C'est le Martiniquais qui est décédé, et là, il cherche une femme qui est décédée au même endroit que le Martiniquais la semaine d'avant, et il cherche des témoins. Il y a une petite fille, une enfant, qui vient lui dire la personne qui l'a tué, c'est le fantôme de... Je ne prononcerai pas le mot. Il dit « Ah oui, peux-tu m'en dire plus sur le noir? » Puis elle dit « Le quoi? » Donc là, il lui répète le fameux mot en N, et là, elle comprend de qui il parle. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant d'un point de vue historique, où l'utilisation du terme fait qu'on ne sait pas de quoi on parle si on n'utilise pas ce terme-là, mais aussi d'un point de vue littéraire, où l'enfant souvent représente la pureté, représente la vision, je ne vais pas dire naturelle, mais qui n'a pas été influencée par rien. Et ici, ça se traduit par l'utilisation de ce mot-là. Donc, ma conclusion était que les fascicules du domino noir sont ont plein de stéréotypes et ne font rien pour les régler. Ah oui, et d'autres avenues de recherche possibles. Je vous ai parlé de la sœur du boxeur, mais le traitement des femmes est complètement horrible dans ces fascicules-là. C'est toujours, soit elles sont belles, soit c'est des criminels, des fois les deux, mais il n'y a pas d'autres possibilités. Et j'envisageais peut-être, je me disais, est-ce que c'est la même chose partout ailleurs? Mais quand on est tombé sur des personnes qui n'étaient pas hommes blancs, ça se ressemblait beaucoup avec le domino noir. Peut-être en petite guise de conclusion, en fait, en guise de petite conclusion plutôt. Que ce soit avec le domino noir, les fascicules en général, Mille et Nuits ou peu importe quelle autre œuvre de fiction ou littéraire, les marqueurs contextuels peuvent être vraiment d'une grande utilité à plusieurs égards pour les placer dans un contexte socio-historique quelconque, ou même juste pour en tirer quelques conclusions de comment on voyait le monde à l'époque où ça a été écrit, parce qu'au final, chaque œuvre écrite va appartenir à un contexte bien spécifique à elle-même.
Par contre, il faut garder en tête que ces marqueurs-là sont fiables, sont aussi fiables que la source elle-même. Dans le cas des fascicules populaires, comme Olivier a dit, c'est pas de la grande littérature. Fait qu'on peut s'attendre à ce que ça rejoigne un certain cercle spécifique à une certaine époque donnée. C'est dur d'en tirer des conclusions généralisées sur toute la société. Même chose pour les Mille et une nuits, si c'est écrit par l'élite pour l'élite, évidemment, il y a des réalités qu'on ne pourra pas observer à propos de ça, en fait. Par contre, cela dit, si on superpose des événements ou ce qu'on connaît, par exemple, on pourrait penser automatiquement à la ségrégation, par exemple, quand on parle de diviser les afro-descendants des Blancs dans les bars et tout, ou dans mon cas, par exemple, quand on parle de l'événementiel ou des palais qui peuvent être, qui sont en fait vérifiables, c'est sûr qu'on peut vraiment sortir des conclusions historiques d'à peu près n'importe quelle source, en fait, du moment où tu t'en sers comme il faut et que tu sais où tu t'en vas avec. C'est sûr que c'est pas par balle, là. Je veux dire, c'est toujours à prendre avec un grain de sel, comme je disais au début. Mais encore une fois, juste réitérer que dans mon cas, par exemple, il y a peut-être d'autres comptes qui ne sont pas vérifiables historiquement, mais qui le sont au final, qui sont vraiment historiques. C'est juste qu'on n'a pas les preuves nécessaires pour l'affirmer, mais que la preuve elle-même serait ce compte-là. Mais on ne peut pas le savoir, en fait. Fait que ça serait si on peut faire une petite conclusion rapido, c'est que justement, les sources littéraires peuvent nous en apprendre beaucoup. Il faut juste être sur ses gardes puis l'utiliser de façon... il faut être conscient de ce qu'on fait avec, en fait. Merci beaucoup. Donc, on va enchaîner avec la prochaine présentation, celle de M. Léon Robichaud. On a quelques nouveaux spectateurs qui vont entrer dans la salle. Donc, M. Robichaud va venir nous parler de la visualisation spatiale des données archéologiques de la place d'Youville, donc à Montréal. Je n'en dis pas plus pour ne pas déborder davantage sur le temps. Alors, bon, les chaussettes de l'archiduchesse, ça marche, parfait. Donc, c'est vraiment un titre qui vous donne une idée de quelque chose qui est ultra précis. Cependant, c'est une occasion de regarder de manière très large ce que ça implique quand des historiens, des archéologues, des muséologues, des géomaticiens collaborent ensemble et quand tout ça est mis ensemble par une gestionnaire de projet. L'autre soir, on a parlé de la gestion de projet et donc pour garder un projet comme ça qui implique plusieurs universités, des institutions, une entreprise privée, un programmeur qui est à distance, il faut quelqu'un qui ait la gélatine qui garde tout ça ensemble et ce rôle-là, très souvent, c'est souvent la personne qui fait la gestion de projet qui s'en occupe. Et donc, ce sont des gens essentiels. Et donc, peut-être plug pour mon séminaire de l'automne prochain sur la gestion de projet en même temps. OK. Donc, d'abord, c'est un projet du Laboratoire d'histoire et de patrimoine à Montréal, une équipe de recherche qui est financée par le FRQSC. C'est de la recherche partenariale. Donc, c'est une équipe qui a été mise sur place pour faire de la recherche avec les institutions muséales et patrimoniales à Montréal. Et donc, ça nous permet d'avoir justement toutes sortes de relations avec des gens en dehors du milieu universitaire. Et on avait eu d'une part le financement FRQSC, mais aussi du financement du CRSH, une subvention en partenariat du CRSH qui durait mes lunettes ne sont pas très bonnes ces temps-ci, 2013 à 2017, une subvention de quelques millions de dollars, 2,3 il me semble. Et donc, évidemment, ce n'était pas à moi que ça venait, là. Mais on a payé beaucoup d'étudiants avec ça et qui en ont beaucoup profité. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui nous permettait de développer des outils de recherche, des outils pour faciliter le travail des historiens. Et parmi ça, il y avait une bibliographie des études sur l'histoire de Montréal. Donc, si vous vous intéressez à l'histoire de Montréal, allez là, biblio.ucam.qc.ca. Et vous allez avoir maintenant, je pense, c'est 13 000 titres sur l'histoire de Montréal. Et donc, si ça tombe dans vos intérêts de recherche, à ne pas manquer. Et aussi une chronologie illustrée de Montréal. Et ça, c'était beaucoup plus grand public, mais aussi des fois, on a besoin d'une date.
Et ça, c'était fait avec le directeur à l'époque des archives de la Ville de Montréal pour nous assurer qu'on avait les bonnes dates pour l'adoption des différentes lois. Paul-André Linteau était là-dessus, Mario Robert, moi, et donc pour s'assurer que la date des élections, tous les maires, etc., étaient dans le bon, pas juste dans le bon ordre, mais avec les bonnes dates, mais aussi l'ouverture des parcs, donc plusieurs thèmes qui étaient exploités aussi. Et là, il a fallu évidemment décider, est-ce que Montréal est fondé le 17 ou le 18 mai 1842? Bon, finalement, on a choisi le 17, c'est dessus que les gens s'entendent. Aussi, un petit peu de modélisation 3D. Temporel, donc qui évolue dans le temps. Donc, vraiment des projets assez vastes et très, très, très différents. Donc, vraiment une équipe assez diversifiée. Et une plateforme de système d'information géographique. Et donc, pour les gens qui adorent la géomatique, c'est vraiment un appui à la recherche, indexer des cartes anciennes dans certains cas, aussi localiser des photos historiques, diffuser des données de recherche de certains de nos collaborateurs chercheurs, notamment Harold Bérubé, son projet sur les publicités sur les banlieues est disponible là-dessus. Et donc, ça permettait, le but c'était d'initier justement les co-chercheurs, les auxiliaires de recherche, à ce que ça impliquait d'intégrer la géomatique dans leur recherche. Et donc, à l'occasion, ils avaient des surprises de voir que quand on cartographiait leurs données, ça apportait une toute nouvelle vision de ce qu'ils faisaient. Donc, quand on utilise les systèmes d'information géographique, ce n'est pas juste parce que moi j'aime ça, mais c'est aussi parce que ça apporte quelque chose à l'analyse. Ce qu'on utilise comme plateforme SIG, QGIS, bon, c'est local, la version web de QGIS, c'est pas fameux. Et donc, on ne voulait pas non plus utiliser ArcGIS parce que ça appartient à une compagnie privée. On essaie de trouver quelque chose qui était plus une compagnie locale. Et il y avait une compagnie à MapGears à Chicoutimi qui avait créé une plateforme qui s'appelle Et voilà. Je n'aimais pas le nom. Donc, notre application, je l'ai renommée Schéma pour le système de cartographie historique de Montréal. Et donc, ça nous a permis d'avoir une application qui répondait à nos besoins. Parce que si moi, j'appelle Esri pour leur dire, écoutez, moi, j'ai besoin de faire une application avec un petit bidule dans le coin qui va me montrer la répartition des objets dans un site archéologique, ils vont me dire, tu as combien de millions? Et puis, tu es dans la liste dans 5 ans. Alors que nous, on avait besoin tout de suite. Et avec MapGears, eux étaient prêts à nous faire ça rapidement et à beaucoup moindre coût. Évidemment, là, on avait à gérer des données archéologiques. Et c'était le défi avec Pointe-à-Calière d'avoir des artefacts dont le nombre peut être assez important. On a parlé de perles de verre tout à l'heure. Assez rapidement, quelques kilos de perles de verre, ça en fait beaucoup de petites perles. Et donc, c'est beaucoup de choses à essayer de gérer. Nous, on arrivait a posteriori, et donc il fallait cartographier ce qui avait été fait auparavant. On avait fait un premier projet pilote avec le site de la Fondation de Montréal, donc ce qui avait été occupé par les Français à partir de 1642. Il n'y avait même pas 5000 artefacts, je sais que ça allait bien. Et donc, on avait géoréférencé les plans des différentes sous-opérations et après ça, avoir le nombre d'artefacts par sous-opération, essayer de classer ça par catégorie, par type, par matériaux, etc., etc. Et donc, on avait réussi quand même à avoir quelque chose qui tenait un peu la route. Mais évidemment, il y avait quelques limites. Notamment, on pouvait juste analyser un seul type d'artefact à la fois. Ce qui, quand quelqu'un, après ça, il fallait changer quelques paramètres, ça prenait beaucoup de temps. Et donc, on voulait quelque chose qui soit plus puissant, plus performant. Et on s'est attaqué au site de la place Diouville. Et donc, la place Diouville, avant 1832, c'était le lit d'une rivière, peu profonde, marécageuse, dont le cours varie d'année en année selon la fonte des neiges. Et ensuite, c'est devenu un marché de 1832 à 1843. C'était le plus grand édifice au Canada à l'époque. Et ensuite, c'est devenu la capitale, l'édifice du Parlement du Canada pendant quelques années. Et quand on a transformé ça en marché, la rivière, on l'a canalisée, on l'a fait passer en dessous, et en même temps, ça servait à rafraîchir les caves. Donc, l'eau passait, les égouts passaient là-dedans aussi. Mais en fait, tout le monde le savait. Mais quand même, c'était assez frais que ça, justement, ça aidait à garder les caves un peu plus fraîches. Ça devient le site du Parlement du Canada. Dans un accès de colère et de furie, les Tories ont incendié le Parlement en 1849. Et par la suite, un nouveau marché a été reconstruit sur le même site qui a servi pendant une cinquantaine d'années. Ce marché a été démoli
Et on a juste laissé ça comme une place publique ouverte parce qu'il y avait toujours l'égout en dessous. Et donc, on ne pouvait pas construire quelque chose de majeur, on ne pouvait pas le retravailler tellement parce qu'il y avait tout ça en dessous. Donc, le marché, lui, a été construit pour fitter, si on veut, autour. Les fondations étaient calculées pour être placées autour des canalisations, mais c'était quand même limité comme type de construction qu'on pouvait y faire. Et donc, c'est resté comme ça, place publique, parking, jusqu'en 1989. Il y a eu une série de fouilles. Évidemment, il y avait des projets de faire toutes sortes de choses avec ce site-là. Et là, ils ont décidé de plutôt essayer de le comprendre comme site historique et de l'analyser. Il y a eu plusieurs séries de fouilles archéologiques. Et dans ce cas-ci, disons qu'ils ont trouvé quelques artefacts de plus. Et donc, il fallait ensuite essayer de comprendre cette collection-là, parce que quand on a ça sous forme de feuilles ou même de fichiers Excel, c'est assez complexe de comprendre, d'avoir la vue d'ensemble et surtout la vue spatiale de toute cette masse de plusieurs centaines de milliers d'artefacts. Et donc, on avait le financement qu'on avait du CRSH ne marchait plus, et donc il fallait trouver d'autres argent. Et donc, à ce moment-là, on avait des sous qui restaient du CRSH, quelques sous du FRQ, mais aussi Passeport Innovation, qui était quelque chose qui était à l'époque du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et donc, on est allé chercher du financement de ce côté-là parce que c'était du travail de R&D pour créer quelque chose de nouveau. Et Pointe-à-Calière mettait des sous aussi. L'équipe gestionnaire de projet Kim Petit, qui a déjà remporté un prix au FRQSC comme étant une des meilleures chargées de projet professionnelles de recherche au Québec. Géomaticienne Laura Barreto, je ne me souviens jamais s'il y a 2 R ou 2 T, ou bon, en tout cas, j'ai probablement inversé, doublé les consonnes. Modélisation 3D Sonia Blouin, programmation Nicolas Spiric, et donc vraiment une équipe, là, puis évidemment j'ai été impliqué là-dedans, puis des gens de Pointe-à-Calière. Donc, les données géométriques, on avait des DXF pour les plans de relevés au sol, mais ils n'avaient pas été géoréférencés. Ils existaient dans l'éther et il fallait les géoréférencer sur le site en fonction vraiment du lieu exact où ils étaient situés. Et donc, un premier travail qu'il fallait faire, les assembler pour créer justement ce qu'on voit ici, donc avec vraiment chacune des sections pour avoir chacune des zones de fouille. Ce qu'on avait, c'était un seul fichier dans une base de données FileMaker qui était défini par le service d'archéologie de la Ville de Montréal. Les gens qui travaillent avec les bases de données relationnelles ont un peu de problème avec quelque chose comme ça, donc on a normalisé la base de données pour qu'elle soit plus utilisable, éviter la redondance. Donc, c'est une démarche qui est vraiment le fun à faire quand on s'intéresse aux bases de données. Je vous épargne les détails de la structure de chacune des tables, mais c'est passionnant. Les liens qu'on fait, là, c'est excellent. On fera un petit peu de SQL à la fin, juste pour le fun. J'ai traumatisé quelques étudiants avec ça. Ensuite, il fallait faire l'interface. Et donc là, on s'est vraiment amusé à avoir quelque chose qui allait répondre aux besoins de Pointe-à-Calière. Et donc, on a ici la liste des objets. Et ici, j'ai déjà un fil qui est en place, donc c'est 22 935. Au total, il y aurait les centaines de milliers. On peut rechercher plein texte dans cette liste-là. On a aussi des fils plus spécifiques par objet, par lot, par type de fouille. Il y a des éléments là, de tous les types de matériaux, des fonctions, les phases. Et évidemment, la carte qui montre où il y a les concentrations des différents types d'objets selon les zones où on est. Et ce qu'on avait vraiment eu du fun à faire, c'était de visualiser chacune des différentes couches. Donc, on ne pouvait pas modéliser en 3D le site en hauteur, c'était un peu trop compliqué. Et donc, on a triché et on a fait ici les phases qui apparaissent. Donc, ça devrait normalement être à la verticale parce que c'est les différentes phases. Mais étant donné que le nombre d'artefacts pouvait être assez élevé, on a inversé les axes pour que l'axe des Y, des Z soit le nombre d'artefacts qu'on retrouvait dans pour chacun des objets. Donc, l'axe des X, les objets, l'axe des Y, les phases, et ensuite l'axe des Z, le nombre d'objets par type. Si je prends l'exemple de la céramique, qui est quelque chose d'un peu courant avec, dans les sites archéologiques, et donc j'ai vraiment choisi la céramique pour la fonction consommation, donc spécifique à la consommation, dans la phase 3 qui est la phase du Parlement,
Et on voit dans ce cas-là que c'est vraiment concentré dans la zone où était le restaurant, où les députés allaient manger. Et on a ici la liste, on voit le nombre qu'on a ici, beaucoup d'assiettes, et puis on pourrait vraiment, si on zoomait ici, là, on a des cocotiers, on a des pipes, on a des pots de chambre, donc on a vraiment de tout. Donc ça permet d'avoir cette manière-là d'analyser la collection, à la fois de manière quantitative, mais aussi de manière graphique et aussi spatiale. Et donc, quand on regarde la matrice de visualisation d'un petit peu plus près, on voit ici justement, si on prend les ossements, on voit ici la phase 2, on a 34 000. Donc, on voit tout de suite justement qu'on peut analyser rapidement les différents aspects. Et de même manière, ici j'ai vraiment toutes les phases. Donc, on voit ici la céramique, on a des pics de matériaux indéterminés, de matière organique et tout ça. Donc, c'est vraiment, et on voit ici justement la céramique à la phase 6, il n'y en a plus. Donc, ça permet de voir aussi l'évolution dans le temps des différentes, de la présence des différents types d'objets. On avait aussi connecté ça au catalogue de Pointe-à-Calière. Et dans ce cas-là, on avait la fiche du catalogue qui est connectée avec une photo et objet 3D. Donc, on avait modélisé par photogrammétrie. On avait essayé en laser 3D, mais pour les bouteilles, ça donnait des résultats vraiment horribles. Là. Je ne vais même pas vous montrer les photos tellement que c'était mauvais. Et donc, on a ici la fiche du catalogue et l'objet en 3D qu'on pourrait regarder sous différents angles. Donc, c'est vraiment fait pour l'analyser de différentes manières. Comment c'est utilisé à Pointe-à-Calière? Évidemment, c'est l'inventaire de fouilles qui est plus utilisé que le volet catalogue, parce que le catalogue, ils ont leur propre système à l'interne avec lequel ils sont familiers. L'inventaire, ils ne l'avaient pas de cette manière-là, donc c'est vraiment ce qui est le plus utilisé. Et ils s'en servent pour valider des informations concernant le contexte d'artefacts qui les intéressent. Et ça a été aussi utilisé pour, je l'ai pointé par là avec le pointeur, pas très utile, pour l'ouvrage Montréal-Capitale qui est paru l'an dernier, pour faire certaines analyses, de voir mais comment les artefacts sont distribués sur le site. Et, par exemple, une découverte imprévue, ils trouvaient qu'il y avait du matériel d'hygiène, de céramique utilitaire qu'ils n'avaient pas vu avant, qui était un peu imprévu, des pots de chambre, des trucs comme ça, qui n'était pas un endroit normal. Et donc, ils se demandaient qu'est-ce qui se passait. Et donc, à ce moment-là, ils ont regardé où, à quelle époque, voire creuser. Et ensuite, comparer avec la documentation et pour constater qu'il y avait un logement dans les celliers du Parlement. Donc, des gens qui habitaient là. Donc, ça a permis aussi quelques découvertes un peu imprévues. Je verrai là tout à l'heure, si le temps le permet, je pourrais vous montrer un peu ce que ça donne. Mais j'avais demandé à Hendrik van Gisegem qu'est-ce qu'ils font avec ça. Et puis, ce qu'il m'a répondu, et je cite exactement son courriel, on se sert de l'application exactement comme elle a été conçue. Je ne pouvais pas demander mieux que ça. C'est vraiment comme quatrième de couverture sur un livre. C'est parfait. Et donc, c'est vraiment un type d'exemple de projet qu'on a monté. On a eu beaucoup de discussions avec Pointe-à-Calière au départ. Exactement, qu'est-ce qui serait utile de leur côté? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Comment ça devait fonctionner? Comment nous, on pouvait tricher avec justement la visualisation 3D, une fausse visualisation 3D là, avec le graphique, pour que ça réponde quand même à leurs besoins, pour en arriver à quelque chose vraiment qui avait un effet assez intéressant. Juste pour voir maintenant qu'est-ce que ça peut donner dans un autre contexte. Ça, c'est l'application Ville-Marie, mais juste pour vous montrer, faire un petit lien. Ici, ce sont les perles de verre qu'on retrouve sur le site de la place Youville. Et donc, on voit ici, on en retrouve surtout à la phase 2. Et donc, la phase 2 qui est, là, moi, je ne m'en souviens jamais par cœur, la phase 2 qui est, il me semble, la phase du marché Sainte-Anne. Oui, premier marché Sainte-Anne. Et donc, on a ici toute la liste des perles, on a ici toute leur localisation. Dans certains cas, il y en a 38, dans d'autres cas, seulement une, donc une perle qui a été égarée comme ça, donc, semi à la volée. Et donc, ça permet vraiment de s'intéresser à des éléments très spécifiques qu'on peut avoir. Et donc, on a ici vraiment les types de fouilles qui ont été faites, vraiment les matériaux verts, matière organique, inorganique, vraiment, c'est... Nous, on a pris leur inventaire et on a créé une base de données avec. Donc, on n'a rien inventé. En fait, dans certains cas, eux utilisaient des codes, des numéros, puis nous, on ne comprend rien à vos numéros. Personne d'autre ne comprendra rien. Pouvez-vous les écrire au long, s'il vous plaît? Et donc, ils ont accepté d'écrire ça au long.
Et donc, si on regarde aussi le volet Fort de Ville-Marie, on l'avait justement retweaké un petit peu plus. Et donc, ici, on a justement en termes de perles, c'est plutôt à la phase 4 et la phase 4, période. Bon, c'est ça. Ils ont juste laissé les numéros et ils n'ont pas écrit. Donc, on est la période de Montréal, il me semble, c'est la période 1642 à 1680 ou quelque chose comme ça. Donc, la période pour laquelle on s'attend à trouver des perles de verre. Donc, c'est un peu cette idée-là de type de collaboration qu'on peut avoir avec le milieu. Et donc, c'est vraiment un projet c'est un projet d'infrastructure utilisée à l'interne. Donc, si vous avez regardé l'adresse tantôt, vous pourrez aller regarder vous-même. Vous ne pouvez pas changer les données, heureusement. Mais c'est vraiment un appui à l'analyse. Donc, c'est vraiment pour que l'équipe puisse analyser leurs données qui existaient sous des formats qui étaient séparés. Donc, les cartes étaient séparées des fichiers Excel. Donc, ça rendait la vie compliquée. Et donc, maintenant, c'était créer un outil intégré pour que tout le monde puisse l'avoir. Et après ça, d'avoir un élément de référence pour la diffusion. Et là, j'ai juste pris une planche qui était extraite de Montréal-Capitale pour voir que ça a vraiment été intégré dans l'ouvrage avec justement des éléments de localisation de certains artefacts. Et voilà ce qu'on peut faire en intégrant ensemble différentes disciplines. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Léa. Oui, c'est vraiment là où il y a eu des fouilles. Là, c'est 100 mètres de long par 15 mètres de large. Vraiment la place du Ville. C'est très grand comme site à fouiller. Là, c'est quand même une bonne envergure. Mais en fait, c'est près de où il y a eu l'incendie du Airbnb là, la semaine dernière. Il n'y a pas de projet présentement pour de nouvelles fouilles, à ce que je sache, mais dès qu'il y a des nouvelles fouilles, nous, on est connecté à leur base de données, donc on est capable de la mettre à jour. Il faut la tweaker parce que il y a le problème de structure là, de la Ville de Montréal, mais à part ça, c'est fait pour recevoir d'autres données. Donc, on a la méthode, on a la recette pour prendre les données qui existent et les ajouter à ça. Et dès qu'on ajoute les données, là, ça se met à jour. D'autres questions? Ah, oui. C'est moins des bâtons dans les roues que parfois c'est le vocabulaire qui est différent. Donc, des fois, on n'est pas certain si quelqu'un dit quelque chose, fais-moi un dessin, quelque chose, là, je ne suis pas certain qu'est-ce que tu veux dire. Et c'est vraiment là, donc c'est vraiment de créer un vocabulaire commun. Justement, toute la liste des codes des matériaux, ça ne me dit rien, moi, là. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et donc, d'avoir vraiment les matériaux écrits au long. Donc, il y avait des choses pour aussi qui soient plus utiles pour quelqu'un de nouveau, par exemple, quelqu'un qui travaille, Hendrik, Louise, tous ces gens-là à Pointe-à-Calière, ils les connaissent par cœur. Mais quelqu'un qui arrive, qui est tout nouveau à Pointe-à-Calière, puis qui voit juste les codes, il faut avoir le livre à côté pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Là, tout est écrit. Donc, même notre innocence, si on veut, ou notre ignorance, était aussi utile pour rendre la plateforme plus utilisable. Et c'est vraiment ça. Et de trouver cette fusion-là, ce juste milieu-là entre les disciplines, ça permet aussi la création d'un vocabulaire commun, va le rendre plus accessible. Parce que souvent, on se coince, en fait, on tombe dans une ornière avec notre même vocabulaire qu'on utilise constamment, comme quand j'ai dit escouer tout à l'heure, puis que personne ne savait ce que ça voulait dire. Donc, des fois, on a un vocabulaire qui est très précis, très pointu, qui est totalement étranger aux gens de l'extérieur. L'interdisciplinarité, ça permet de sortir de ces ornières-là et puis de s'assurer que ce qu'on fait, d'autres personnes en dehors de toute discipline maintenant pourraient comprendre ce qu'on a fait. Une chose? Oui.
quand nous, on a travaillé là-dessus en 2017-2018, on n'a rien vu d'autre. Je ne sais pas si à Delphine, si toi t'en connais. Au Québec, il y avait des choses générales de méta-sites que je voyais pour le Saguenay. Il y avait des projets méta-sites pour le Saguenay. Mais à l'échelle d'un seul site aussi précis, on n'en avait pas vu, puis je n'ai pas fait de revue de littérature depuis. Mais les SIG sont vraiment rentrés maintenant en archéo. Donc là, ils devraient en avoir, mais nous, quand on avait fait ça, écoute, on nageait, là, on essaie de se trouver un modèle. Et puis, maintenant, il y a même des sites où ils vont taguer la position où ça a été trouvé. Donc là, on est vraiment, au moment de la fouille, on va taguer tout de suite la position de chacun des artefacts qui est trouvé. Un petit peu plus compliqué quand on va passer au tamis, là. Bon. Mais quand c'est quelque chose de plus gros, on est capable de le taguer. Dans ce cas-ci, nous, on arrivait après. Donc, tout ce qu'on a, c'est le carré de fouille. Quand même, 1 mètre par 1 mètre, une sous-opération. Là, Pardon? Oui. Oui. Oui, on a vraiment des sous-opérations très, très petites, là, qui c'est quand même, oui. Ouais. Donc, on a quand même. Donc, le niveau de précision, c'est pas. On n'a pas exactement. Quand on a mis la truelle dans la terre, on ne sait pas exactement où était la truelle, mais on a quand même une très bonne idée où est-ce que c'était localisé. Je pense que c'est par rapport aux 100 mètres de longueur, d'avoir cette précision-là est déjà un élément là, déjà appréciable. Autre chose? Bon, ben, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, M. Robichaud, pour cette belle présentation et pour nous avoir fait part de votre projet très ambitieux, mais certes très intéressant, hein, qui nous permet de mieux comprendre et appréhender tous ces outils numériques qui nous permettent d'approfondir notre métier d'une manière différente. Donc, cher public, nous en sommes déjà à la dernière présentation de la journée. C'est Mme Amandine de Chanteloup qui va clôturer notre segment sur Québec, le Québec et le Canada, avec une présentation sur l'impact de la crise de 1929 sur le journalisme urbain, l'exemple de Louis Dupire. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend bien? Plus fort? Comme ça ici? J'ai pas l'habitude au micro, mais ma voix portera clairement pas, donc on va fonctionner comme ça. Donc merci d'être encore ici pour la dernière présentation de la journée. Je vous avoue que c'est pas très facile de passer en dernier après toutes ces belles présentations. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler de Louis Dupire. Donc c'est un sujet qui me vient de recherches que j'ai fait l'été dernier avec Harold Bérubé. Et Louis Dupire, en fait, c'est un journaliste qui travaille pour Le Devoir, donc je vais vous le présenter incessamment sous peu. Donc Louis Dupire, il est né le 5 décembre 1887 en Bretagne, donc c'est un Français. Et lorsqu'il avait 2 ans, il a été avec sa famille s'établir en Amérique. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé au Québec. Et donc il a été journaliste en touchant à plusieurs domaines, dont le reportage général, la correspondance parlementaire à Québec, puis à Ottawa. Il a aussi fait partie de la rédaction de plusieurs journaux comme Le Canada, La Presse. Il est finalement entré au Devoir en 1912. Une fois qu'il était au Devoir, il s'est occupé des questions qui étaient plus municipales et sociales. Donc, c'était des thèmes qui revenaient très fréquemment dans ses articles. Il a été aussi secrétaire de rédaction. Il faisait partie du conseil d'administration du journal. Et si jamais il vous arrive de feuilleter des archives de journaux du Devoir, ce qui doit très souvent arriver, j'imagine, il a aussi écrit sous plusieurs pseudonymes, dont Paul Anger, Louis Breton, Jacques Coeur, Le Grincheux, Nemo, Neusus, Pascal et Sancartier. Le Grincheux, vous comprendrez vite pourquoi, mais il est assez critique dans ses articles. Donc aussi, il a des intérêts qui vont quand même assez colorer la forme de ses articles. Il est notamment très féru de botanique. Et avec l'aide du frère Marie-Victorin, il va aider à l'instauration du Jardin botanique de Montréal, qui est encore présent aujourd'hui. Donc, il a influencé cet établissement-là.
Donc il est décédé assez subitement en 1942, donc ça a quand même assez secoué l'univers journalistique montréalais. Il était seulement âgé de 54 ans, donc c'était très très impromptu. Et sa disparition a été soulignée dans plusieurs journaux. Il y a eu beaucoup d'hommages dans divers journaux, même de ces journaux ennemis, parce qu'étant donné qu'il critiquait beaucoup, il s'est fait quelques ennemis, mais il était relativement apprécié dans le milieu du journalisme. Donc, lui, il écrivait souvent des éditoriaux. Donc ça, c'est à la première page d'un journal. C'est son article qui se trouvait en premier. Et lorsqu'il est décédé, c'est Omer Héroux qui a écrit un article en son honneur pour lui rendre hommage. Et donc, Omer Héroux, il a souligné l'importante application du Pire, la dévotion au journalisme et sa dévotion aux bonnes œuvres auxquelles il s'est beaucoup impliqué. Il a aussi rappelé que Dupire s'était impliqué dans l'instauration du jardin botanique et aussi dans le milieu des cercles des jeunes naturalistes, parce qu'étant donné qu'il était très passionné pour la botanique, il a aussi essayé de divulguer cette passion aux plus jeunes. Donc j'ai un extrait ici de ce petit texte d'Omer Héroux pour Dupire. Au devoir, Dupire était le ministre inamovible de la charité. Est-il une œuvre montréalaise qui n'est aidée? Dupire voulait un peuple saint dans tous les sens du mot. Il était fidèle à toutes les traditions de sa famille bretonne. Il voulait que ce peuple habitât des logis, non seulement favorables à sa santé physique, mais d'une belle allure. Déjà, rien que le fait qu'on mentionne ça dans son hommage, ça vous donne un petit peu une idée de ce à quoi Dupire, ce en quoi il s'investissait. Pour la méthodologie, en fait, donc comme je l'ai mentionné, c'est un travail que j'ai fait pendant l'été. J'ai lu tous les éditoriaux de Dupire pendant 5 ans de sa vie. Donc en fait, c'était des archives qui étaient numérisées du Devoir, qui étaient enregistrées sur BANQ, que j'ai pu lire, excusez-moi, je suis nerveuse. Et donc ces archives-là m'ont permis d'avoir accès à tous ces articles. Donc je les lisais au complet, ensuite je faisais un résumé du sujet, du thème qui ressortait. Et ensuite, je regardais avec des mots-clés, je numérotais quelles approches ressortaient le plus souvent pour pouvoir savoir de quoi il traitait le plus souvent. Donc ça m'a permis de mettre en évidence les thèmes principaux et les thèmes les plus récurrents. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de récurrences justement chez Dupire, et j'ai seulement analysé 5 ans. Mais quand j'ai vu l'étendue de son travail journalistique, je me suis rendu compte qu'en fait, Dupire, c'est quelqu'un qui répétait beaucoup ses sujets, avec raison. Et donc, ça m'amène aux années 20, qui ont été dépouillées par Harold Bérubé et qui m'a donné accès à ses recherches. Donc, en fait, dans les années 20, il avait des thèmes récurrents, bien évidemment, et dont les thèmes de l'hygiène, la jeunesse, l'urbanisme et l'aménagement, ainsi que la politique municipale. Donc, comme je l'ai mentionné, Dupire, il mettait sa plume au service des projets qui lui tenaient à cœur, dont ces thèmes-là. C'est pour ça qu'il en parlait beaucoup. Et on va voir comment ça influence tous les articles qu'il a écrits pendant les années 20. Donc, je ne vais pas vous les lire un par un parce qu'il y en avait beaucoup. Mais en règle générale, je vais vous expliquer comment il abordait chacun des thèmes. Donc, pour ce qui est de l'hygiène, pour lui, la raison pour laquelle la société montréalaise était très malade, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de cas de tuberculose à Montréal, c'était à cause du logement insalubre. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'appartements à Montréal qui étaient faits sous forme de télescope, c'est-à-dire qu'il y avait juste une fenêtre à l'avant et une fenêtre à l'arrière, donc pas de lumière dans tout le reste des pièces. Et selon Dupire, c'était ça qui était responsable des miasmes dans l'air, parce que c'est la lumière qui pouvait éliminer ces miasmes, et c'est ce qui rendrait malade la population montréalaise. Donc pour lui, justement, le fléau montréalais, c'est vraiment les chambres noires, les appartements sous forme de télescope. Et donc, améliorer ces logements-là, ça pourrait permettre d'améliorer la santé publique et de lutter contre la tuberculose. Donc, j'ai ici une citation de Dupire. Je vais en avoir plusieurs, comme ça vous pourrez voir un petit peu quel est le ton de ce personnage. La tuberculose habite le taudis. Elle n'habite pas que là, mais c'est là surtout qu'elle habite, de là qu'elle rayonne au dehors. La lutte contre la tuberculose doit donc être la lutte contre le taudis, ou pour lui donner une forme positive, la lutte pour le logement salubre. Un autre sujet aussi qu'il aborde régulièrement à propos de l'hygiène, c'est la mortalité infantile, qui était encore très importante dans les années 20 à Montréal. Et pour lui, la solution à la mortalité infantile, ce serait de faire davantage d'allaitement. Donc là, il a un discours qui est très
très enfermant pour les femmes, c'est que selon lui, c'est leur responsabilité d'allaiter leurs enfants pour améliorer la santé de ces derniers. Aujourd'hui, on sait que le lait maternel, il a des vertus, mais à l'époque, il n'y avait pas de preuves qui prouvaient que vraiment consommer du lait maternel rendait l'enfant plus fort et que ça allait contrer la mortalité infantile. Donc, j'ai une citation encore une fois. « La mortalité des petits existe-t-elle chez les bêtes ? Elle n'existe pas. Pourquoi ? Parce que, d'instinct, la mère animale accomplit ses fonctions maternelles de point en point, sans en négliger aucune. Sans négliger surtout la première, qui est de donner à l'enfant la nourriture qui lui a été spécialement destinée par le Créateur. » Je rappelle qu'on est dans les années 20, donc c'est normal de ce genre de discours. Il va aussi recommander qu'on favorise beaucoup le plein air, l'air de la campagne, qui va justement aider à avoir une meilleure santé, à être plus fort, puis à être en meilleure santé physique et psychologique, parce que ça donne davantage le moral. Donc il va préconiser beaucoup le soleil. Il va aussi préconiser d'émigrer vers la périphérie, ce qui est quand même assez pertinent, parce que Dupierre, c'est un journaliste urbain. Il va recommander aux gens d'aller dans la campagne, dans la périphérie, pour avoir une meilleure santé. Donc le second thème qui revenait souvent dans les années 20, c'était la jeunesse. Donc comme je l'ai mentionné, l'importance du plein air pour les enfants, c'est super important pour une bonne santé. L'importance aussi d'avoir des jardins scolaires, des parcs, mais aussi d'avoir du recours religieux de manière générale pour les enfants, pour avoir une bonne santé physique, mais aussi morale. Parce que les catholiques, selon lui, quand ils se retrouvent dans le tribunal des jeunes délinquants, c'est parce qu'ils n'ont pas eu assez de ressources religieuses, et donc il faudrait davantage investir dans ça. Donc pour lui aussi, les jeunes, ils devraient avoir le goût des belles choses, ils devraient savoir comment faire de la botanique, du jardinage, avoir le sens de l'observation, et ils devraient avoir une éducation religieuse qui est riche. Et pour ce faire, il va recommander que les dimanches, on instaure des tarifs spéciaux pour les écoliers pour qu'ils puissent se rendre à leur cours de catéchèse. Donc le troisième thème qui revient dans les années 20, c'est l'urbanisme. Donc là, étant donné que c'est un journalisme urbain, c'est relativement normal. Il va dénoncer l'augmentation de la vitesse pour les véhicules automobiles parce qu'il y a de plus en plus de voitures à Montréal. Et qui dit voiture dit aussi route. Donc il va déplorer le mauvais état des voies publiques, ce qui est quand même assez drôle parce qu'encore aujourd'hui, on déplore le mauvais état de nos routes. Donc j'ai une citation ici qui pourrait très bien s'appliquer encore aujourd'hui. « À Montréal, comme dans la province, nous réparons les voies publiques, nous ne les entretenons pas. Le moyen de n'avoir pas à réparer, c'est d'entretenir. Le seul moyen de tenir la voirie en bon état, ce n'est pas la réparation, c'est l'entretien. Montréal est la terreur de l'automobiliste. De quelque côté qu'il aborde, il ne peut y pénétrer qu'en se livrant à ce périlleux exercice de course à obstacles, de virage hardi qu'on nomme Gymkhana. Il n'évitera pas au reste toutes les ornières, il ne contournera pas les trous. Pour y réussir, il ne lui faudrait pas rouler, mais planer. Nous sommes dans la métropole du Canada, et nous ne devrions pas oublier de revendiquer parmi nos titres de gloire le fait d'avoir les rues les plus mal tenues de l'Amérique. » Pas du tout dramatique. Toronto elle-même, pourtant si jalouse, ne nous contesterait pas cette distinction. Donc ça vous résume un peu qui est Dupierre en une citation. Donc il va aussi proposer des choses plus générales pour la ville, comme des codes de construction plus contraignants, parce qu'il y a beaucoup d'incendies dans les appartements et les immeubles. Donc ça, c'est quand même assez banal. C'est moins incendiaire que les articles sur les routes. Il va aussi réclamer une gare centrale, il va parler beaucoup des moyens de transport, tramway, chemin de fer et autobus. Pour ce qui est finalement de la politique municipale, il va critiquer le fait que le comité exécutif, donc celui qui s'occupe de la ville de Montréal, va centraliser l'administration, ce qui va plutôt se résumer à une paralysie, selon Dupierre, et que plutôt que d'intervenir auprès des pavages qui sont en mauvais état, des rues qui sont trop étroites, de la poussière qui est trop présente, eh bien, ils vont juste ne rien faire parce que selon eux, le temps serait la solution à tout. Donc lui aussi, Dupierre, ça va être un grand cheval de bataille pour lui, ça va être de réclamer une commission d'urbanisme pour que la ville soit plus jolie, plus ordonnée, ce qui amènerait aussi beaucoup d'économies parce que ça va permettre de faire moins de gaspillage. Et il va critiquer sévèrement le fait que les échevins sont quand même assez insouciants par rapport à l'embellissement de la ville parce que pour lui, la beauté de Montréal, c'est super important et il y a beaucoup de choses à faire à ce sujet. Il va aussi dénoncer le fait qu'il y a beaucoup de ressources qui sont limitées sur le service de police, sur les pompiers, sur les inspecteurs d'hygiène, les parcs et l'embellissement. Et il va critiquer le fait que les échevins, ils font rien, plutôt que d'imposer un code de construction à la ville pour qu'elle ait plus de cohérence, pour qu'elle soit plus jolie et harmonieuse. Bon, ça c'était un gros morceau. Maintenant qu'on sait que Dupierre il traite beaucoup de ces sujets-là,
on va pouvoir voir comment, avec la crise de 1929, comment ça va influencer ces articles. Parce que je l'ai mentionné, il écrit beaucoup les mêmes choses, et il répète souvent ces sujets. Donc ça va forcément se voir s'il y a un impact quelconque sur ça. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en 1929, il y a un crash boursier. Et j'ai commencé à analyser les articles en 1930 pour voir s'il y avait un impact. Donc en 1930, les thèmes qui revenaient le plus, c'était l'hygiène, la jeunesse, et il n'y avait pas vraiment de mention de la crise. Donc pour ce qui est de l'hygiène, il réclamait encore une fois qu'on entretienne davantage les rues de la ville, et il proposait aussi qu'on fasse un nettoyage complet de la municipalité tous les samedis soirs. C'est très faisable selon lui. On arrête toute la ville, on nettoie toutes les rues. Et ensuite, il traitait aussi beaucoup de la jeunesse. Il parlait encore de la tuberculose qui est toujours présente dans les années 30. Il parlait du fait que le lait maternel serait vraiment supérieur au lait pasteurisé. Il y a vraiment un grand débat à Montréal dans ces années-là pour la santé infantile. Donc aussi, il va insister sur l'importance de l'éducation scientifique pour les jeunes. D'ailleurs, c'est en 1930 que le Devoir va organiser un concours pour les adolescents garçons, bien sûr, parce qu'ils trouvent anormal que les jeunes ne soient pas capables d'identifier des fleurs et qu'ils ne s'y connaissent pas en botanique de manière générale. Donc, il va faire un concours qui va prendre beaucoup d'ampleur parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui vont enrichir le prix. Et le gagnant sera couronné à l'Université de Montréal. Il aura d'ailleurs une bourse en sciences. Donc, Dupire va vraiment pousser dans cette voie-là. Et comme je l'ai mentionné, il n'y avait pas de mention de la crise en 1930, ce qui est assez particulier parce qu'on est juste après le crash de 1929. Donc en 1931, c'est là qu'on commence à voir un petit peu l'impact de la crise dans les articles de Dupire parce qu'il va parler du chômage, qui est quand même plus important que ce qu'il était avant. Donc pour lui, la solution au chômage, ce serait de faire des travaux publics et de faire travailler les chômeurs dessus. Ça semble facile quand c'est dit de même. Il va parler aussi de la francophonie parce qu'il faut savoir que Dupire, il a un petit trait nationaliste. Donc pour lui, les fonctionnaires dans les administrations d'État, lorsqu'ils sont francophones, ils ont toujours une mauvaise image et ils devraient travailler beaucoup plus fort pour avoir une bonne image que les anglophones. Il trouve que c'est vraiment une injustice générale. Pour ce qui est de la gestion urbaine, il va parler du fait qu'il devrait y avoir moins d'ingérence politique dans le travail du chef de police de la municipalité. Moins d'ingérence électorale, excusez-moi. Pour la jeunesse, il va encore en parler parce que c'est un thème qui revient très souvent. Il propose qu'on ferme les rues pour que les enfants puissent aller jouer dehors sans avoir de risque de se faire frapper par une voiture ou d'encourir un quelconque danger. Et il va aussi réclamer la création d'un jardin botanique dans le parc de Maisonneuve. Pour ce qui est de l'urbanisme, il va prendre part au débat du marché de Bon Secours, parce qu'il y a vraiment un gros débat dans le journalisme urbain de Montréal en 1931 sur est-ce qu'on devrait le laisser où il est ou est-ce qu'on devrait le déplacer. Et selon lui, on devrait l'améliorer et le garder où il est plutôt que de le déplacer dans l'ouest. En 1932, pour ce qui est de la politique, il va critiquer le fait que Taschereau il intervient dans l'autonomie de Montréal. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup le titiller parce que pour lui, c'est important que Montréal ait son autonomie. Et il aimerait beaucoup qu'il n'y ait pas d'ingérence fédérale ni d'ingérence provinciale, ce qui est quand même spécial parce que Montréal, c'est une ville, mais pour lui, il faudrait qu'elle ait beaucoup plus d'indépendance qu'elle n'en a. Et il réclame même un régime de la séparation des corps à cet égard. Pour ce qui est de l'urbanisme, il va réclamer une commission technique pour faire en sorte que la ville installe son plan d'ensemble pour instaurer différentes zones. Parce qu'à l'époque, Montréal, il n'y avait pas ce plan-là. Donc, on pouvait construire une maison à côté d'une industrie, à côté d'un commerce, ce qui était très chaotique. Donc, lui, il réclame à ce qu'on fasse des zones industrielles, zones commerciales, pour que ça ait plus de sens et que ce soit plus ordonné. En urbanisme, toujours, il va parler aussi du fait qu'il y a la gare Vigée qui est amenée à disparaître et il propose qu'on en fasse une utilisation conjointe par les compagnies CPR et CPN, qui sont des compagnies de chemin de fer provinciales et fédérales. Il va tenir un discours qui est particulier sur la relation entre l'Est et l'Ouest de la ville, parce que dans l'Est de la ville, ce sont les francophones, et dans l'Est, ce sont les francophones, et dans l'Ouest, ce sont les anglophones. Et pour lui, le système de tramway encourage davantage les anglophones parce qu'ils dévient vers l'ouest de la ville et encouragent davantage les commerces et le tourisme à se diriger vers cette partie de la ville aux dépens de l'est de la ville et donc des francophones. Donc encore une fois, un petit côté nationaliste de Dupire qui défend les francophones. Il va critiquer aussi la presse qui encouragerait le développement de la congestion vers l'ouest en faisant des publicités de commerce qui se situent dans ces quartiers-là. Il va encore une fois faire une critique
parce qu'il critique beaucoup, Dupire, du pont de béton qui serait supérieur au pont de fer. Ça, j'ai vu des dizaines et des dizaines d'articles sur ça, à quel point le pont de béton est supérieur. Parce que le pont de fer, bah, c'est laid. Puis, c'est moins cher, mais c'est laid. En gros, c'est ça. Il va aussi critiquer les autobus qui sont dangereux. On croirait quasiment qu'on se retrouve dans un film policier quand il en parle. Les autobus qui ne s'arrêtent pas pour laisser descendre les piétons, pour les laisser passer, pour laisser descendre les gens qui sont à son bord, etc. Ça a l'air super chaotique quand on le lit. Pour ce qui est de l'hygiène aussi, là, il va lier le tout au chômage. Donc en fait, il va réclamer qu'on détruise les taudis qui sont responsables de la tuberculose et qu'on construise des maisons qui sont plus saines, et ce, par le biais des chômeurs qui pourraient avoir un travail, parce que pour lui, tous les chômeurs sont des travailleurs de la construction. Ça a l'air. Puis l'assistance par le travail serait une meilleure solution que le secours direct, parce que sinon on encourage la fainéantise. La jeunesse aussi est un thème qui est encore une fois revenu. Donc il va parler du fait que c'est important pour les enfants d'avoir des parcs et des bains extérieurs pour qu'ils puissent s'épanouir. Mais ce thème-là, il revenait un peu moins souvent. En tout cas, j'ai plus vu parler des ponts que des jeunes quasiment dans cette année-là. Oups. En 1933, on va encore avoir de l'urbanisme, parce que ça c'est un thème qui revient constamment. Et là, on va voir la concrétisation de la destruction des taudis. En fait, le projet Doucet va s'élaborer tranquillement à Montréal, et c'est le projet qui va concrétiser justement la destruction des taudis pour pouvoir ajouter des logements qui seront salubres, bon marché, qui vont aider à stabiliser les valeurs immobilières et à embellir la ville. Et la main-d'œuvre, ce sera les chômeurs. Il va y avoir encore plusieurs sujets sur le problème de la gare et de l'hôtel Vigée qui sont menacés de fermeture, le fait que le port de Montréal aussi est menacé parce que les chenaux, là où passent les bateaux, ne sont pas assez creusés. Donc les gros bateaux qui contiennent beaucoup de marchandises ne vont pas pouvoir passer, ce qui menace le commerce maritime montréalais, ce qui est quand même très important. Donc le chômage, comme j'ai mentionné, ça pourrait être une main-d'œuvre accessible justement pour le projet Doucet, parce qu'on pourrait détruire les taudis par le biais de ces chômeurs-là, agrandir les rues aussi et améliorer la santé publique. Donc ici, j'ai une citation. Et encore une fois, en même temps qu'ils nous fourniraient l'emploi qui leur convient, tous les corps de métier, il serait une occasion unique d'assainir et d'embellir la ville, de remédier à la congestion, de sonner le réveil des quartiers canadiens-français, voire de faire disparaître au moins en partie la plaie des escaliers extérieurs. Parce que je ne l'ai pas mentionné, mais les escaliers extérieurs, c'est aussi laid. Et pauvre Dupire, mais s'il savait qu'aujourd'hui, il y en a encore. Il parle aussi du fait que les chômeurs, les faire travailler dans les terres et les faire embellir la ville de manière générale, c'est une très bonne chose. Mais aussi qu'une autre solution pour eux, ça serait de les renvoyer à la terre, faire un retour à la terre. Encore une fois, il encourage un petit peu l'extérieur de la ville, des campagnes, parce que lui, il trouve que c'est beaucoup plus sain que la ville en tant que telle. Pour ce qui est de la francophonie, il va reprocher à Bennett, un politicien, d'être trop tourné vers l'Ouest, et il va clairement mettre de l'avant, de manière générale, en 1933, le fait qu'il va favoriser les francophones, Dupire, je parle, et il va vouloir protéger la langue française avant l'heure, en 1933. En 1934, on achève, vous en faites pas, il va parler aussi beaucoup de charité. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné avant parce qu'il revenait moins qu'en 1934, mais il parle beaucoup d'œuvres de charité. Il s'investit beaucoup dans ces causes-là parce que pour lui, c'est super important. Et le fait qu'il y a la crise économique doit certainement faire en sorte qu'en 1934, il y a beaucoup plus d'œuvres de charité qui se sont développées. Et pour lui, c'est différent le secours direct et la charité. La charité, c'est pour les personnes qui ne sont pas en mesure de travailler, tandis que le secours direct, selon lui, il est adressé à des fainéants qui pourraient plutôt travailler sur les travaux publics, comme on l'a mentionné, ou sur l'embellissement de la ville, plutôt que de prendre de l'argent qui serait mérité à des personnes plus pauvres, plus vieilles, qui ne sont pas en mesure de travailler de leurs mains. À moins que vous ne soyez vous-même pas un assisté, ne cherchez pas de raison de ne pas donner, vous n'en trouveriez que de mauvaises pour colorer une paresse ou une insouciance inavouée. Donc il insiste beaucoup sur les dons, il va faire beaucoup de descriptions de bâtiments où il se rend pour aller visiter des bonnes sœurs qui tiennent un hôpital pour les personnes plus pauvres, etc. Il est vraiment très dévoué à cette cause-là, il y a beaucoup d'articles sur ce sujet, particulièrement en 1934. Donc encore une fois, le thème de l'hygiène revient. Donc là, on parle de l'importance d'embellir la ville, toujours, ça n'a pas changé depuis 1920.
Urbanisme, il va insister sur le fait qu'il faudrait régler encore le problème du port de Montréal parce que c'est toujours pas réglé, puis les bateaux peuvent toujours pas passer s'ils sont trop gros. Il va aussi parler du fait que ce serait important d'élire une administration municipale pour et par la ville de Montréal, parce que lui, il y a encore son petit concept d'autonomie qui est cher à son cœur. Il voudrait aussi qu'il n'y ait aucun lien avec Québec, soit le provincial. Il va insister sur le fait que la ville se dote d'un plan d'ensemble, ce qui réglerait beaucoup de problèmes comme toute la question d'embellissement de la ville, mais aussi la question du chômage et la question des expropriations. Parce que si on décide de faire un commerce ici et qu'il y a des résidents, il va falloir les déplacer parce qu'il n'y a pas de cohérence à la ville. Pour ce qui est du chômage, pour lui, c'est vraiment primordial de faire travailler les chômeurs à l'embellissement de la ville. Je me répète beaucoup, mais c'est parce que c'est vraiment du pire qui se répète beaucoup sur 20 ans. Il va aussi expliquer que le chômage aurait plutôt dû être adressé aux petits propriétaires plutôt qu'aux chômeurs qui, eux, ont les mains pour aller travailler. Parce que lui, il ne considère pas que c'est possible qu'il y ait d'autres types de chômeurs que des travailleurs de la construction. Donc en bref, si on regarde tout ça, même si Dupire se répète énormément, comme je me suis beaucoup répétée, on se rend compte que ça a pris du temps avant qu'il réalise qu'il y avait une crise économique et qu'il y avait un impact sur Montréal. Mais ça, il faut savoir que quand on se met dans le contexte de l'époque, c'est un petit peu comme le contexte de la Première Guerre mondiale. On n'avait pas idée que ça allait avoir un tel impact sur l'économie générale. On ne savait pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc personne n'y prêtait beaucoup d'intention comme Dupire, ce n'était pas sa spécialité, l'économie. Donc pour que ça se rende au social, ça lui a pris au moins presque 2 ans. Parce que lorsqu'il commence à proposer des solutions pour le chômage, on est juste en 1931, donc ce qui est relativement tard. Et le sujet du chômage va être beaucoup présent jusqu'en 1934. Et après ça, j'ai arrêté mes lectures, mais j'imagine que ça s'est stabilisé puis que ça s'est calmé avec la crise. Donc, les journalistes de l'époque, ils n'avaient pas vraiment conscience de l'importance de la crise, ni de sa longueur. Également, on peut remarquer que le regard de Dupire sur la ville s'est beaucoup assombri. Il y a de plus en plus de critiques, même s'il était déjà de base très critique. Et on imagine que c'est parce que la situation économique est beaucoup plus difficile, donc forcément, il y a moins de budget pour certaines choses, donc son regard va être beaucoup plus sombre. Dupire, c'est vraiment quelqu'un de particulier, en fait, parce qu'il a des valeurs qui sont conservatrices, traditionnalistes, comme on l'a pu l'entendre avec le lait maternel, mais il a un penchant pour la science. C'est important pour lui d'éduquer les jeunes à la science. Il est aussi progressiste sur le fait qu'il fait beaucoup d'appels à des créations de politiques sociales municipales qui sont plus élaborées que celles qui sont déjà en place. Et il va aussi appeler à la municipalisation de certains services. Donc c'est assez contradictoire sur certains points de vue, mais dans son contexte précis, ça a un certain sens. Même si aujourd'hui, peu d'entre vous le connaissent, j'imagine, voire pas du tout, à l'époque, il était très visible et il était très connu. C'était un journaliste qui faisait beaucoup de bruit à Montréal parce que Le Devoir, c'était un gros journal. Et il a eu beaucoup d'impact sur Montréal de manière générale. Il a été très impliqué dans les bonnes œuvres et dans la mise sur pied du Jardin botanique de Montréal, même si c'est beaucoup plaint dans ses articles. Il a eu quand même un écho d'une certaine manière. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions ou est-ce que je laisse le micro à Maxime? Oui. En fait, il parle un petit peu de tout, mais il insiste beaucoup sur l'esthétique parce que de base, je pense que c'est quelque chose qui est dans ses valeurs profondes, c'est que la ville de Montréal soit belle, parce que lui, de base, il ne vient pas de Montréal, et j'imagine que c'est quelque chose qui l'a beaucoup frappé, mais ce qu'il est censé traiter le plus, c'est l'aspect social de l'urbanisme, c'est l'impact sur les citoyens, et je pense que de cette manière-là, le fait que la ville soit laide, ça impacte les citoyens, le fait que les routes soient dangereuses, ça impacte les citoyens, donc c'est pour ça qu'il en aborde beaucoup. Mais on s'entend que sur les escaliers extérieurs, etc., il laisse clairement son avis aller. Puis on voit que c'est parce que pour lui, c'est foncièrement important. Mais il traite aussi d'autres sujets dans l'urbanisme aussi. Mais ça revient beaucoup. Oui ? Oui, il a été très proche de beaucoup de politiciens. Il avait beaucoup de communications privées. Ça, c'est plus Harold qui pourrait vous répondre là-dessus parce que lui, il a étudié ses communications privées
Mais oui, il était proche de la municipalité. Il avait beaucoup aussi d'articles d'échange où il répondait à certaines personnes importantes. Mais il était très proche aussi du frère Marie-Victorin, qui est un frère. Mais oui, il était... Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci beaucoup, Amandine. C'était une très belle présentation. Je suis certain que Harold serait très fier s'il avait pu être là aujourd'hui. Donc, merci à vous, cher public. Je pense qu'en plus, là, pour terminer la journée, ça tombe bien. Je pense qu'on est au nombre le plus élevé là, de spectateurs qu'on a eu de la journée à ce moment-ci. Donc, juste avant de terminer, j'aimerais faire, au nom de tout le comité organisateur, quelques remerciements. D'abord, merci à tous nos panélistes qui ont été présents aujourd'hui. Je vais refaire la liste un peu longue, mais pour ceux qui n'étaient pas présents à tous les moments, on avait Grégory Savio-Boc, Charles Taillon, Jade Barrette, Samuel Dionne, Léa Lassalle, Jérôme Parenteau, Thomas Poré et Hugo Saint-Pierre à la table ronde. Nous avons eu Philippe Munch, Gabriel Leduc, Benjamin Lacombe, Adelphine Bonneau, Nicolas Morel-Ferland, Olivier Vallée-Lapointe, Marc-Antoine Breton-Argoin, Léon Robichaud et finalement Amandine de Chanteloup qui nous ont fait des présentations. Merci beaucoup à vous. Ensuite, j'aimerais remercier le Fonds Guy Laperrière qui nous a permis de réaliser ce projet, de nous le financer, de même que la coop de l'Université de Sherbrooke et l'AGEUS, de même que Jean-Simon Boisvert pour tout ce qui concerne la nourriture et le café. Ensuite, le service de bibliothèque de l'Université de Sherbrooke pour l'espace directement sur le campus. C'était une première, je crois, pour nous. Plus loin? Je suis trop proche. Bon, c'est mieux comme ça? Hey, désolé. Faites ça toute la journée. Faites ça. Merci au service de bibliothèque pour cet espace sur le campus. C'est la première fois, je pense, dans l'histoire du colloque de premier cycle qu'on réussit à faire ça directement à l'Université de Sherbrooke. Sinon, ça fait très longtemps. Et pour nous, c'est une grande réussite. C'est le fun d'avoir réussi à mettre ça plus proche puis plus accessible. Merci aussi à la technique qui a été là toute la journée pour nous. Merci beaucoup. Et finalement, aux membres du comité organisateur, Thomas Lévesque, Jade Barrette, Louis-Henri Roberge et évidemment Amandine. Merci à vous, cher public, d'avoir été présents. Merci. Donc, juste pour terminer rapidement, pour le tirage des prix de présence, nous avons pris les noms de plusieurs d'entre vous. Si vous ne l'avez pas déjà donné, vous pouvez toujours le donner à Amandine à l'entrée. Pour ceux qui sont dans le cours de Stéphanie Lantier, si vous n'avez toujours pas donné votre nom, comme vous n'avez pas vu, ben là, dans la salle rapidement, je pense que tout le monde a été pris, mais si jamais, on peut aller cocher votre nom. Et on vous donne rendez-vous immédiatement au Refuge des Brasseurs pour le 5 à 7 départemental, ou plutôt 5,5 d'ici à ce qu'on se rende là. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Un petit dernier message de la part de Louis-Henri. Il nous reste encore beaucoup de vêtements supplémentaires que nous avons fait faire pour le programme d'histoire. Donc, si jamais ça vous intéresse d'en acheter, c'est disponible. C'est tout ici ou sinon, vous pouvez recontacter un membre de votre association étudiante pour en acheter.